nous allons accueillir Emmanuel Ledoux de l'INEC. Alors, elle est en fin de salle. Le temps de remonter. Venez. Ça va, c'est pas trop grand. Je vous laisse prendre un micro. Voilà. Bonjour. Alors, on peut, si vous voulez aller au pupitre, vous êtes au pupitre, comme vous souhaitez. Donc, Emmanuel Ledoux, directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Alors, vous étiez en bout de salle, vous avez écouté des choses. Donc, peut-être, avant de commencer, nous présenter ce qu'est l'INEC, l'Institut national. Est-ce que vous avez une... Ah ben, c'est passé. Voilà. Donc, oui, j'ai une slide. Alors en français, hein, ouais. On a ce côté national. Oui, mais on est entre Français, mais voilà. Oui. Mais, ok. Oui, alors, simplement, l'INEC, finalement, c'est un think tank. Comment vous le décrivez dans son organisation, dans sa définition? Alors, je venais de faire la promotion du français, donc ça le fait pas très bien. Donc oui, c'est un think tank. Hein. On rassemble des acteurs tout type d'acteurs, hein, donc à la fois des entreprises, des collectivités territoriales, des écoles, des startups, des éco-organismes, enfin tout ce qui peut tourner autour des enjeux de circularité, avec cette ambition donc c'est un peu dit dans le nom, hein, de pousser la circularité. Donc peut-être pour rappeler juste, je ne sais pas si c'est vraiment la définition de l'économie circulaire, mais en tout cas de rappeler ce qui nous habite tous aujourd'hui dans des journées comme ça, mais de façon générale dans l'évolution des métiers. Aujourd'hui, très très massivement, hein, à 93,1% dans l'économie mondiale, on vit dans un régime d'économie linéaire. Basiquement, j'extrais, je produis, je consomme, je jette. Ça, c'est les derniers chiffres. 6,9% seulement de l'économie mondiale repose sur de la matière secondaire. Et l'objectif, c'est de sortir de cette dynamique-là pour aller dans des logiques où on extrait mais moins, on produit moins mieux, on consomme là aussi moins et mieux. Et derrière, on rentre dans toutes les boucles de circularité qui ont pu être évoquées depuis le début de la matinée, avec de la réparation, du remanufacturing, du reuse, enfin tout ce qu'on peut avoir, mais qui permet de faire durer. Mais vraiment l'ambition, et qui rassemble tout le monde, nous parmi nos adhérents et les acteurs, c'est que d'une façon ou d'une autre, on finisse par extraire moins de ressources pour une raison à la fois environnementale. La maîtrise des ressources est un des piliers de la transition environnementale, avec la lutte contre le changement climatique et les enjeux de biodiversité. Mais au-delà de la question environnementale, qui soit déjà une bonne logique, c'est une question d'absence de choix. Enfin, on sait bien que les ressources sont limitées. En plus, en France et en Europe, on en a quand même très très peu. Donc on est dépendant d'imports, avec tous les risques géopolitiques, volatilité des prix qu'on peut voir. Donc au fond, c'est assurer la souveraineté et la pérennité de nos modèles économiques et sécuriser nos approvisionnements. Donc c'est ce qui rassemble un peu l'ensemble des acteurs dans les réflexions qu'on peut porter. Donc des acteurs dans votre réservoir de pensée. Je ne sais pas si je traduis bien, think tank. Hein. Ouais, s'il faut le mettre en français, pas évident. Et donc vous avez 150 membres, 150 adhérents. En fait, on a recompté, on est à 180 là. Ah, vous voyez, comme quoi. On dit près de 200 de temps en temps. Bon, alors, voilà, environ 200 membres. Qui sont ces membres? Donc des acteurs économiques, des entreprises, vous l'avez dit, mais organisations, pas que. Mais... Alors, c'est effectivement beaucoup d'entreprises, fédérations d'entreprises et puis les éco-organismes. Hein. Alors là, dans l'automobile, c'est pas forcément votre spécialité, les éco-organismes, mais voilà, ça fait partie des acteurs autour des enjeux de la responsabilité élargie du producteur qui ont quand même beaucoup de sens aussi dans notre secteur. Et nous, alors, on a cette particularité d'essayer, d'ailleurs, c'est un peu dans les différents points qu'on peut aborder. En vérité, on fait beaucoup de plaidoyer, donc on travaille aussi énormément avec les acteurs publics. On a des collectivités locales parmi nos adhérents. On va avoir des agences d'État. Enfin, on est vraiment dans cette logique, au fond, de dialogue permanent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et dans l'ensemble de secteurs autour de cette question de maîtrise des ressources. Sur les membres, vous n'avez pas forcément d'acteurs de l'automobile, par exemple? Si, j'ai des centres VHU, j'ai Opisto, pour parler d'Indra, donc sur les questions des pièces détachées. D'accord, mais la construction automobile en amont, non. Vous avez on a eu Renault, on n'a plus Renault, ça tourne un peu, ça tourne. En fonction des sujets qu'on traite. Ouais. Et donc, on voit construire, animer, transformer, ce sont les trois piliers. Illustrez-nous un petit peu ce que vous faites, comment ça fonctionne. Parce que 150 acteurs qui ont tous des intérêts propres, où est-ce qu'on arrive à être vraiment transverse? Où est-ce qu'il y a des points de vue différents, des intérêts économiques divergents? Ça ne doit pas être facile
à animer tout ça. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors c'est littéralement ça, hein. Nous, on a une espèce d'énorme conflit d'intérêts. C'est-à-dire, dès que quelqu'un pense un truc, on a la personne qui pense le contraire. Mais ça a été dit, c'est tout le principe de l'économie circulaire. On est sur des transformations qui sont massives. C'est pas de l'ajustement de ci, de là. On est sur la transformation de tout un tas de modèles économiques. Donc c'est aussi des changements dans la répartition de la valeur. C'est ce que vous disiez très bien, parce que l'orateur de Valeo. Enfin, à un moment, il faut réussir à se poser autour de la table et à dire bon bah voilà, pour certains, c'est des pertes, c'est des pertes de valeur. Il y a des transferts qui doivent être faits ailleurs. J'entendais là sur les questions, par exemple, de remanufacturing, avec cette idée, et enfin qui fait partie, c'est poussé par l'ADEME même, que par définition, la seconde main, ça doit être moins cher, ça va être moins cher. En fait, nous, on voit que dans beaucoup de secteurs, et puis y compris d'ailleurs une partie de vos secteurs, ça ne marche pas. On va forcément être au prix, parce qu'on est encore souvent sur des modèles de production en Asie du Sud-Est, et en remanufacturing en France. Donc on le voit, enfin je sais pas, on discutait il n'y a pas longtemps, alors c'était pas automobile, c'était les photocopieurs, mais ils disent, nous, le remanufacturing... Coûte plus cher ? En vrai, un peu plus cher. Alors, ils peuvent être au prix du neuf. Après, c'est les mêmes spécifications, donc après tout, pourquoi pas. Mais il faut qu'on arrive à casser ce truc de la seconde main, ça sera forcément moins cher. Si on est sur un endroit où on remet de la valeur sur le territoire, alors après, c'est aussi des enjeux de répartition. On fait revenir de l'emploi local, non délocalisable, enfin tous les trucs qu'on dit en général, mais c'est aussi ces sujets-là. Mais si je dois illustrer un peu là sur les trois piliers... construire, on est vraiment sur une logique de construire, de réflexion, et que vous voyez de faire des liens entre nos différents membres. C'est-à-dire, moi, je vais avoir à la fois des gens qui vont être sur l'électroménager, sur la valorisation de biomasse, réseau énergétique. Donc, effectivement, il faut trouver des sujets qui engagent tout le monde. Nous, on a beaucoup travaillé sur le lien entre décarbonation et maîtrise des ressources. Donc, on avait fait une étude avec un nom un peu sexy, là, qui était Stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Attendez, vous pouvez répéter le Stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Ouais, on avait vraiment fait bosser des designers Ouais, là-dessus pour se dire on va faire un truc un peu qui fait rêver, paillettes dans les yeux, tout ça là. Mais enfin, à la fin, donc l'idée c'était bon, vraiment comme son nom l'indique, de regarder les stratégies de décarbonation. Ça venait à la base d'une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui était là, c'est super, énergie renouvelable, il faut y aller à fond, mais au fait, est-ce qu'on a les ressources pour y arriver ? On avait trouvé que c'était plutôt une bonne question. Donc on avait retravaillé ça au travers de la stratégie nationale bas carbone de la France. Donc on sait qu'on décarbone en électrifiant déjà beaucoup, en rénovant les bâtiments plutôt qu'en construisant, et en valorisant mieux chaleur, biomasse. Mais quand on regarde sur les trajectoires, et ça sur l'automobile on en parle sans arrêt, si on électrifie tout le parc automobile, le coût, alors on change effectivement, notre dépendance aux fossiles baisse, mais par contre, lithium, cobalt, cuivre, etc., enfin, on est sur des trajectoires qui sont assez massives. Et souvent, on a cette tendance, c'est pour ça que nous, c'est vraiment important de faire de l'intersectoriel, de regarder filière par filière. Donc on prend par exemple le plan de décarbonation de l'aéronautique, la marche du tonnerre de Dieu. À la fin, tout bien décarboné. Mais quand on regarde, c'est 100% de la biomasse et entre 3 et 8 OPR. Donc on peut décider collectivement qu'on va donner toute la biomasse à l'aéronautique pour qu'il se décarbone et entre 3 et 8 EPR. Enfin, disons que là, ça devient quand même un choix démocratique, collectif et donc d'allocation de ressources. Donc, ce besoin de travailler là-dessus. Sur la petite partie animée, alors c'est comme ça qu'on dit lobbying, plaidoyer, tout ça, enfin, pour trouver des mots un peu plus... lobbying, alors couloir, enfin, je sais pas, alors, ouais. Parler en français. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Plaidoyer, enfin, de toute façon, Ouais, lobbying, c'est les méchants, plaidoyer, c'est les gentils. Nous, on est associatifs, on est gentils, donc plaidoyer. Donc, par exemple, ça a été évoqué, là, on est en plein PLF. On a plusieurs amendements vivants encore là au Sénat, dont certains effectivement sur la TVA. Alors la TVA c'est compliqué parce qu'on l'a vu, c'est un amendement Mobiliance qui est très bien. À mon avis, il n'est pas tout à fait conforme au droit européen, donc on va voir comment on peut aussi bouger les textes au niveau TVA directive 2022. Mais voilà, on va pousser. En ce moment, on pousse une baisse de TVA sur la réparation. On pousse aussi un truc tout bête, mais dès lors qu'on est sur des changements et on a besoin d'un cadre réglementaire. Nous, à minima, on voudrait que l'économie circulaire soit pas désavantagée par rapport au reste. Et on prend par exemple sur l'économie d'usage, vous pouvez être un certain nombre à répondre à des types de marchés pour les collectivités. Aujourd'hui, une collectivité qui achète, elle récupère la TVA via le fonds de la compensation de la TVA. Une collectivité qui loue, elle ne récupère pas la TVA. Donc déjà, petit élément de démotivation. On rajoute en plus que donc une collectivité qui achète, c'est de l'investissement. Une collectivité qui loue,
c'est du fonctionnement. Donc non seulement elle perd de l'argent via la TVA, mais en plus elle dégrade sa position de comptable public. Donc après, avec tout l'enthousiasme du monde, il faut comprendre qu'il ne soit pas très motivé. Donc on essaye de regarder comment on peut faire évoluer ces cadres-là en France, en Europe, pour qu'il y ait une forme d'avantage. Et on a aussi des enjeux, mais je crois qu'on y reviendra, sur les questions financières. Et transformer, alors ça c'est des coalitions, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin qu'on essaye de monter. Là, on est en train de travailler sur un sujet, donc ça m'amusait parce que ça fait écho finalement à presque l'essentiel des débats de la matinée. On est en train de pousser quelque chose autour du low cycling. Donc dans la lignée de la low-tech. Alors c'est pour le gros électroménager, hein, rassurez-vous, on vous laisse tranquille pour l'instant. Mais c'est de se dire que, un peu dans la lignée, vous savez, les 400 millions d'ordinateurs mis au rencard parce qu'ils ne peuvent pas être avoir la bonne mise à jour Windows qui permet de continuer. On se faisait la réflexion que dans le gros électroménager, on a aussi ce sujet-là. Donc plus ça va, on est là face à son lave-vaisselle, on a l'impression que c'est un Boeing, et quand on pose autour de soi, et moi j'avais même posé la question, mais au plus geek de mes proches, tout le monde utilise au maximum 2 programmes, un quotidien, on a fait un gratin, c'est un peu attaché. C'est pareil sur les lave-linges. Sur les fours aussi. Les fours, on voit débarquer les frigos connectés, mais qui a vraiment besoin de se connecter au Wi-Fi pour savoir s'il doit racheter des yaourts? Là, j'ai vu la démonstration la machine à expresso connectée. Donc on l'a fait avec le Wi-Fi, sachant qu'il faut mettre la tasse. Et après, il faut venir rechercher la tasse, ça refroidit vite un expresso. Donc, quel est l'intérêt? Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment une réflexion autour de l'innovation, de la bonne innovation. C'était finalement ce qui était dit dans le nom de la présentation, concilier innovation technologique et réparabilité. Et puis, c'était le sens de beaucoup de vos questions. Voilà, c'est quoi la bonne innovation? Celle qui nous fait avancer, qui nous fait progresser en sécurité, en vision, en planification. Puis, il y a d'autres trucs. Non seulement on peut bien s'en passer, mais en plus, ça nous pèse. Remplacer un lave-linge, c'est jamais un moment plaisir. Personne ne se dit génial, je vais pouvoir avoir des nouvelles fonctionnalités. C'est toujours un peu emmerdant quand même comme démarche. Quand en plus c'est une panne électronique et que tout le bloc de lavage fonctionne très bien, c'est quand même un problème. Et c'est là, et c'est pour ça que nous aussi on a besoin d'avoir toute la chaîne de valeur là-dessus. On voit tout de suite si l'idée là très, très clairement c'est de faire redescendre, donc low cycling, dans les mêmes démarches low tech, de faire redescendre en innovation un produit, donc remettre 2 boutons à la place, ce qui en plus peut avoir un enjeu social. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Mais tout de suite on a des enjeux forcément propriété intellectuelle industrielle, des enjeux de normes, des enjeux de gestes aussi. Il faut travailler avec le reconditionneur. Donc c'est là on active, on fait ça aussi dans la construction, dans pas mal de domaines. On essaye d'activer l'ensemble de la chaîne. Depuis ceux qui vont récupérer les produits, les assurances, les normalisateurs, de voir si on peut avoir un cadre réglementaire, aller trouver des financements. Voilà. Et ça, alors ça doit être compliqué vos réunions chez vous, non? Parce que en fait, il faut que tout le monde soit aligné, il faut que tout le monde discute. Vous avez forcément donc vous l'avez dit tout à l'heure, des conflits d'intérêts. Hein. Conflit d'intérêt, le terme est un peu juridiquement marqué, donc c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, on a effectivement, enfin bon là hier, alors toujours sur réparateur et électroménager, effectivement entre les éco-organismes qui décaissent le fonds réparation et les réparateurs de gros électroménagers qui voudraient que ça décaisse mieux, enfin bon voilà, mais c'est tout l'intérêt aussi, parce que si on n'est pas capable de se poser et en se disant bon voilà, on regarde le sujet concrètement, comment ça fonctionne et où est-ce qu'on a besoin d'aller faire évoluer les pratiques, les modèles, y compris les modèles économiques, on se retrouve dans c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ouais, et puis sinon le risque c'est vraiment de se retrouver dans ce qu'est un peu l'économie circulaire aujourd'hui, c'est-à-dire de temps en temps on prend l'analogie de la forêt de bonsaï, c'est-à-dire c'est un monde d'expérimentation réussie. Économie circulaire, il n'y a pas une expérimentation qui rate, mais dès qu'on passe à l'échelle, que c'est potentiellement plus cher. Donc il faut retravailler sur des modèles économiques. Qu'on est aussi sur des enjeux logistiques, ça s'organise. Enfin, on fait tourner quoi, plutôt que d'extraire loin, de produire loin, de consommer notre produit là et de faire repartir nos déchets vers l'Inde ou le Pakistan. Alors, bon, c'est moins dans vos domaines, mais dans beaucoup de domaines, c'est quand même ça. Là, derrière, on est sur des questions d'organisation logistique, de centres de tri, de centres de valorisation, de centres de reconditionnement, qui sont hyper compliqués. Et le besoin aussi d'avoir les collectivités, parce que si on est tous d'accord sur le fait qu'il faut réindustrialiser, le moment où on nous dit super, maintenant l'usine elle est au bout de ton jardin, l'enthousiasme là aussi tombe un petit peu. Donc on a vraiment besoin de travailler à la fois sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour que tous les acteurs s'y retrouvent. Nous par exemple on avait travaillé sur économie de la fonctionnalité dans la pompe à chaleur. Côté constructeur, c'est un sacré changement de modèle. Ils passent de vendre beaucoup, produire beaucoup, vendre beaucoup, à un sujet où ils ont un intérêt sur la durabilité.
Par contre, je me souviens, on a un moment où on avait présenté ça, c'était la journée de l'Association française de la pompe à chaleur. Comme quoi, on va quand même dans des trucs improbables dans une vie. On sentait que du côté des installateurs, des réparateurs, qui voyaient eux tout de suite que soit ils étaient harakiri, soit ils étaient uberisés, l'enthousiasme était un petit peu moindre. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur l'ensemble de ça, parce que sinon, les blocages sont tels que ça ne marche pas. Là, en ce moment, on travaille sur reuse, donc le réemploi des bouteilles en verre. En soi, c'est très bien de passer à 15 emplois en moyenne plutôt que 1. Sauf que rapidement, il va falloir aller quand même discuter avec les verriers qui fabriquent ces bouteilles en verre et qui vont avoir des baisses assez drastiques de leur production, et pour qu'on soit incapable d'anticiper. Parce que sinon, on va regarder, on va dire, ça c'est 5 000 emplois en moins, tant pis, on fait rien. Donc voilà, c'est vraiment dans ces enjeux d'anticipation, de discussion, et d'assumer le fait que voilà, tout le monde ne va pas être d'accord, mais que malgré tout, il faut trouver Vous êtes dans la vraie vie, quoi. La vraie vie, les vraies discussions, les vraies problématiques qui, au-delà de l'idéologie, de l'idée et de l'expérimentation, comment on concrétise? Alors, toute proportion gardée, parce que c'est pas moi qui porte les trucs lourds à la fin. Donc aussi, c'est ça, on est aussi dans des changements même de gestes, de retravailler. C'est ce que disait très bien monsieur, sur la recyclabilité, etc. C'est quand même pas simple, effectivement. C'est sujet de prise de risque, c'est plus simple d'aller tout enterrer. Donc là, recycler, réparer, reconditionner, c'est quand même des métiers qui sont pas faciles. Donc voilà, je mettrais plutôt eux quand même dans la vraie vie. Mais en tout cas, on essaye d'assumer les discussions. Souvent, on le voit, même d'ailleurs, c'est plutôt agréable ce matin, mais on peut être dans des espaces qui sont toujours un peu lénifiants parce qu'on n'assume pas toujours la conflictualité. Là, l'idée, c'est de l'assumer, effectivement, parmi nos membres, et puis derrière, d'aller trouver des solutions qui sont collectives et portées par tout le monde, même si parfois l'enthousiasme est un petit peu moindre pour certains. Alors là, on est un peu dans le monde de l'automobile, donc on n'est pas dans la pompe à chaleur, on n'est pas dans le reuse des bouteilles en verre, c'est ça, Est-ce que vous avez une vision par rapport à ce que vous avez entendu ce matin Alors, on a l'aval, on a l'amont sur le véhicule. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses à faire remarquer ou des réflexions que vous auriez par rapport à la PIEC, par exemple, tout ce qui est réparation des véhicules? Je ne sais pas, vous avez là-dessus une vision un peu? J'ai beaucoup de visions sur beaucoup de choses. Après, est-ce que c'est les bonnes visions? Non, mais votre vision. Effectivement, donc le sujet PIEC. Ce qui est intéressant avec l'automobile, comme ça va être d'ailleurs pour la question de la construction, c'est que c'est pas un sujet où on doit convaincre les gens de réparer, parce qu'on le voit bien sur tout le reste, chaussures, vêtements, etc., électroménager. La voiture, on la répare depuis un bout de temps. Exactement. En général, c'est l'investissement avec son appartement, sa maison. C'est l'investissement qu'on fait de plus important dans une vie. Donc évidemment qu'on répare. Par contre, on se retrouve avec un autre sujet, c'est réparer, mais dans ce cas-là, comme justement c'est quelque chose dans lequel on a investi beaucoup, on veut réparer au mieux avec. Donc c'est un peu plus compliqué sur des sujets, mais on va avoir encore une fois les mêmes sujets pour les enjeux de logement, d'imposer finalement la pièce d'économie circulaire, issue de l'économie circulaire, la PIEC. Donc ce qui est bien finalement, c'est que là, c'est la réglementation aussi qui a drivé l'obligation d'imposer. Ça fait assez longtemps, presque 10 ans maintenant. Et on voit petit à petit, le dernier baromètre qui a été présenté, que ça s'impose vraiment. Ça prend du temps, mais il faut qu'on y arrive. Après, c'est toujours les éternels mêmes chiffres qui viennent d'ici, d'ailleurs, de SRA, sur la PIEC en France. C'est entre 12 et 15 récupérés dans un VHU en France, 60 en Suède, près de 120 aux États-Unis. Donc, je ne suis pas expert de l'automobile, mais on se dit qu'il y a sans doute des progrès à faire à ce niveau-là. Les États-Unis, je ne sais pas si c'est le modèle, mais à minima, la Suède, on doit pouvoir faire comme la Suède. Donc, se dire qu'il y a vraiment un certain sérieux niveau de progression. Et c'était la question que j'allais vous poser. Il y a une marge de progression parce qu'on est mauvais par rapport aux autres pays. Enfin, mauvais. Encore une fois, il y a peut-être de très très bonnes raisons sur pourquoi on est entre 12 et 15 et pourquoi la Suède. Alors, c'est peut-être des sujets de réglementation, etc. Sans doute. 12 et 15, une vision. 12 et 15 pièces, non, 12 et 15 PIEC qu'on sort d'un VHU. D'un VHU. Et dans les pays d'Europe du Nord en tout cas, à la Suède, c'est 60. Donc, c'est quand même un sacré... Donc, après, marge d'amélioration... Encore une fois, il y a peut-être des très bonnes raisons, et c'est peut-être eux qu'on tort. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on puisse comprendre, effectivement, voir quand est-ce que c'est la réglementation qui débloque et qui empêche de faire un certain nombre de choses, quand est-ce que c'est peut-être des habitudes, des fonctionnements, et là aussi des enjeux de financement. Parce que ça c'est un peu aussi la complexité qu'on peut avoir sur les modèles d'économie circulaire. C'est comme on le voit, ils ne sont pas si évidents
c'est pas si évident que c'est moins cher, la circularité, parce qu'on est sur des produits qui sont à très bas coût. Donc on a aussi un besoin de financement. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est pas très bien financé dans les modèles, et y compris d'ailleurs dans l'automobile, qui fait quand même partie des secteurs qui sont les plus financés. Et sur la répartition, de voir comment on peut réussir finalement à alimenter toute la chaîne. Vous voyez, quand on prend France 2030 ou quand on regarde même le ministre de l'économie qui a annoncé il y a 2-3 jours que non seulement le bonus écologique pour les véhicules électriques, donc achat de neuf là, était reconduit mais augmenté à hauteur de 7 500 euros je crois, on se dit qu'il y aurait peut-être un intérêt à répartir. C'est-à-dire on finance beaucoup sur l'achat de neuf et derrière, vous pouvez évoquer l'amont-l'aval, voilà, et ça, est-ce qu'on finance autant finalement toute la chaîne d'équipementiers qui permettent derrière de mettre de la circularité. Donc retravailler sur la valeur, regarder aussi France 2030, donc c'est quand même quelques milliards et pas mal de capacités d'accélération. C'est essentiellement du recyclage. Il y a quasiment rien, il y a un peu d'éco-conception, il y a quasiment rien sur les questions remanufacturing, réemploi, etc. Donc on se dit il y a vraiment besoin d'aller accélérer, mais y compris économiquement, ce genre de secteur qui reste aujourd'hui un peu les parents pauvres des politiques publiques. Alors pour des raisons aussi, c'est pas forcément le plus visible, c'est souvent des flux qui sont un peu plus confidentiels, qui sont pas très grand public, donc il y a des enjeux de compréhension, mais on voit bien qu'il y a un besoin de travailler là aussi sur l'ensemble de chaînes et d'être sur des questions de financement aussi et de cadres réglementaires normatifs. Encore une fois, moi je ne sais pas forcément ce qui bloque entre 12 et 15 en France, 60 pour la Suède. Vous avez identifié des freins, c'est ça que j'allais vous poser la question. C'est un peu l'enjeu de ce matin aussi, si vous allez nous les donner, les freins. Donc on a pu avoir déjà quelques échanges donc qui permettent de regarder et de voir effectivement ce qu'on peut faire évoluer en matière de réglementation et qui permettrait d'être sur une logique d'accélération. Mais j'ai quand même l'impression que la question du coût, elle revient assez souvent. Il faut qu'on casse le truc de c'est de la seconde main, c'est du remanufacturé, c'est moins cher, on n'y arrivera pas. On a la question du coût, on a la question réglementaire aussi, qu'on ne peut pas forcément mettre n'importe quelle pièce pour réparer un véhicule pour une question de sécurité. Il y a peut-être tout ça qui est à revoir. Vous avez parlé de France 2030, donc c'est une question que je voulais vous poser. Peut-être vous pouvez rapidement nous redonner une explication de ce qu'est ce plan 2030 et peut-être de voir sur le plan 2030, jamais quelle est la place de la mobilité ou de l'automobile dans ce plan. Est-ce que vous avez identifié des choses ou... Voilà. Alors nous, on a surtout... Alors France 2030, dans l'historique, c'est la suite du très grand emprunt qui était devenu France Relance au moment de la crise Covid. Et donc là, c'est 54 milliards, dont une bonne partie a déjà été dépensée. Il ne faut pas non plus... mais qui permettent d'aller sur différents circuits. Donc alors, il y a les grosses verticales, il y a eu hydrogène, il y a intelligence artificielle, enfin voilà, tous ces trucs. Et puis il y a aussi une verticale économie circulaire qui est très poussée, donc je disais, sur les questions de recyclage. Et d'ailleurs, ce qui permet de faire le lien, parce qu'on évoquait sur les batteries, qu'aujourd'hui on a des batteries qui sont très recyclables. Mais ça, on a ça dans beaucoup de domaines. Le plastique, c'est très recyclable. Plein de choses sont très recyclables. Mais entre recyclable et recyclé, c'est comme entre réparable et réparé. On peut produire plein de trucs réparables. Si derrière personne répare, c'est juste réparable. Et donc ça, sur les batteries, on a aussi un sujet là de modèle économique. On a quand même pas mal de projets de recyclage batterie qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Parce qu'en vrai, il n'y a pas encore de modèle économique si ce n'est pas accompagné. Pas de volume. Alors, il n'y a pas assez de volume, mais au-delà de ça, c'est la matière vierge, mais pas dans tous les domaines. Le plastique recyclé est plus cher que la matière vierge. Dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, le lithium, cobalt, etc., vaut mieux acheter de la matière vierge, c'est moins cher. Si on est sur des questions de prix. Donc c'est aussi pour ça que dans le cadre, nous, on pousse beaucoup. Il va y avoir la révision des 3 directives de 2014 sur la commande publique pour mettre du cadre. Et donc, comme beaucoup d'acteurs, j'imagine on peut tous aligner là-dessus. En tout cas, en France, la position, elle est largement partagée. C'est un peu moins le cas en Europe de l'Est, d'aller mettre de la préférence européenne dans les marchés pour casser ça. Mais aujourd'hui, si dans des contextes économiques compliqués, nous, c'est plus ou moins ce qu'on dit à nos nouveaux adhérents. C'est bienvenue dans le groupe des gens qui se mettent une balle dans le pied pour leur ROI à 2 ans, pour travailler sur la pérennité de leur modèle économique à 5 ans ou à 10 ans. Mais l'économie circulaire, là, tout de suite, maintenant,
c'est pas le truc qui permet de gagner le plus d'argent, hein, enfin, soyons lucides. Donc il faut vraiment qu'on arrive de contrer ça. Et pour ça, la préférence européenne dans les marchés, c'est important. La mobilisation de la commande publique, là aussi, pour que à chaque fois, tout ce qu'on peut faire en matière de circularité, on aille quand même au taquet de la mobilisation de ces milliards. Puis en plus, derrière, c'est aussi des effets sur l'emploi, des effets sur l'activité économique, sur notre souveraineté en matière d'approvisionnement. Mais il y a vraiment des gros équilibres à retravailler. Aujourd'hui, c'est impossible de mettre une préférence. Il y a quelques dispositifs, mais enfin, qui sont un petit peu difficiles à mettre en œuvre, mais de préférence géographique sur des marchés publics. On peut jouer sur quelques clauses, etc., mais ça reste assez marginal. Donc ça, il faut quand même un reversement et qu'il y ait une forme de priorité sur l'industrie européenne aujourd'hui. Circularité des batteries, c'est quand même... Enfin, moi, je prends effectivement tout ce que vous dites, parce que pour moi, c'était une vision importante, étant donné que quand on recycle une batterie, les matières, les terres rares ou autres, sont réutilisables à 100% comme quelque chose de neuf. Donc ça paraissait intéressant quand on voit le débat sur l'extraction, sur la souveraineté, et vous dites que ça reste quand même moins cher d'aller chercher les matières que de prendre les matières qui ont été recyclées. C'est ça que je comprends, sur la batterie. Bah là, c'est une question de modèle social, hein. Enfin, on voit, il y a eu pas mal de reportages. Mais enfin, combien on paye quelqu'un qui extrait de la matière, combien on paye les personnes qui le traitent, mais y compris les gens qui produisent. Là, tous les modèles, et c'est tout l'intérêt tout l'intérêt aussi de l'économie circulaire, c'est que c'est l'économie du PIB local, de la proximité. Mais c'est de l'économie avec des gens qui sont minimum payés le SMIC, avec des installations qui, puis plus, hein, enfin, en tout cas, on espère. Enfin, des installations qui sont beaucoup plus protégées, beaucoup plus sécurisées. On a des enjeux d'acceptabilité. C'est pas forcément la même fiscalité. Donc oui, il y a une forme à la fois d'avantage sur ce que ça génère que sur le terrain, mais au moment où l'acheteur, hein, il est face à son destin et face à son budget, il regarde et il se dit que vaut mieux importer. Hein, mais... Oui, vous nous rappelez la dure réalité économique, quoi, en fait. Il ne faut pas qu'on rêve, il faut qu'on soit aussi dans la réalité de ce qu'est l'économie. Il faut qu'on se batte, quoi. Non, mais effectivement, quand on met du cadre, quand on transforme, encore une fois, les enjeux de commande publique, quand on accompagne le marché, mais il ne faut pas arrêter au milieu de chemin. Par exemple, sur les enjeux de recyclage chimique textile, parce que concrètement, une bonne partie de nos habits, c'est du pétrole. Hein, donc, on peut faire du plastique vers plastique, enfin, en tout cas... Effectivement, ce qui va sortir d'une usine aujourd'hui, alors on parlait de Carbios beaucoup, qui était le sujet devant. Enfin, la fibre, ils savent faire fibre vers fibre, mais derrière, ça va être 6 fois plus cher que la matière vierge. Donc, si on regarde comme ça, il n'y a pas de modèle économique. Mais si on regarde comme ça, il n'y a pas de modèle économique sur l'essentiel de l'industrie française. Si l'idée, c'est est-ce qu'il y a moyen d'aller faire produire ailleurs moins cher, sur à peu près tout, on est quand même capable de le faire. Il y a des secteurs, c'est le cas de l'automobile, où ça fait 40 ans, entre guillemets, on a décidé de tenir avec pas mal de financement, les bonus, les trucs, enfin, voilà, il faut qu'on puisse soutenir. Posons-nous la question de à quel point on est capable de le faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur quand on parle sur l'automobile, et puis dans d'autres secteurs. Sinon, c'est tout ce qu'on voit avec Chine, Temu, on perd 10 milliards de TVA, on perd aussi de l'argent en recette fiscale à laisser filer notre industrie. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire tenir ces modèles, à les accompagner sur la durée. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à décarbonation sous contrainte de ressources, c'est que ça permet aussi de planifier et de comprendre. Aujourd'hui, on sait déjà à peu près, en vrai, quand on regarde l'électrification, que ce soit les ENR, que ce soit l'automobile, que ce soit les vélos, que ce soit beaucoup de choses, on connaît le coût en matière première, en métaux rares de l'électrification, enfin le coût en empreinte matière. C'est été travaillé dans des scénarios de l'ADEME, très bien, tout en fonction des stratégies qu'on prend. Donc on le sait. Donc la question, c'est comment aujourd'hui on s'organise pour qu'en 2035, en 2040, on soit en capacité de répondre à l'appel et d'avoir le lithium, le cobalt, tout ça, les batteries qui permettront d'aller dans toutes les logiques qui ont pu être évoquées ce matin, de faire durer. Mais si on n'a pas derrière ce qui va nous permettre de faire durer, on n'est quand même pas très bien engagé. Je répète des trucs que beaucoup de gens disent, hein, mais entre le fait que tout le monde le dise et qu'est-ce qu'on fait concrètement, c'est vrai qu'on a du mal à passer la marche. Là, hein. Ben écoutez, en tout cas, c'est extrêmement intéressant d'avoir un peu ce regard, ce recul. On arrive peut-être sur une conclusion de votre intervention par rapport au monde, aux acteurs qui sont ici, de l'automobile. Est-ce que vous auriez des choses à leur dire, des messages à passer, ou disons les 3 piliers importants pour la circularité par rapport aux acteurs qui sont là? Vous avez des assureurs, des réparateurs, des experts. Voilà, vous avez
constructeurs, donc vous avez un panel représentatif. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ? L'automobile, c'est sur beaucoup de sujets, déjà, en France, ça reste l'industrie phare. Alors moi, il se trouve, je travaillais à Bercy en cabinet ministériel et j'étais en plus à côté élu des Yvelines. Donc les Yvelines, une personne sur deux qui dépend directement ou indirectement de l'automobile. Et on voyait bien à Bercy, en vrai, vous le savez, quand les constructeurs automobiles arrivent, c'est quand même... on sent que c'est quand même un peu maître du jeu, quoi. Donc c'est l'industrie qui peut peut-être le plus accélérer, mais même être... On parle beaucoup d'exemplarité. S'il y a bien un endroit où tout existe, où on a encore de la production en France, où on a toute la chaîne, mais ça se voit dans la pièce et dans les interventions, on a les équipementiers qui sont là aussi. On a au fond une forme de maîtrise. Alors, il y a encore des trous sur la partie batterie et notre capacité à maîtriser l'ensemble de la chaîne. Hein. Mais c'est peut-être là où on est quand même le plus en maîtrise, avec des filières qu'on connaît, qu'on comprend. On a, encore une fois, bon an, mal an, réussi à maintenir de la production industrielle. Donc, si on y arrive dans l'automobile, ça sera quand même de bon augure pour tous les autres. Hein. Et puis, en plus, on voit il y a de la technicité, il y a aussi cette réflexion qui existe, ce dialogue continu, il y a même les espaces qui existent pour ça, entre les assureurs, les constructeurs, les équipementiers. Donc, voilà, ce dialogue et cet espace, il existe d'ores et déjà. Effectivement, tout le monde, toutes les filières se posent les mêmes questions. C'est vrai que si l'automobile pouvait apporter les réponses et aider à faire accélérer un peu tout le groupe, ça serait bien. Écoutez, le message est passé. Rodolphe, je ne sais pas s'il y a une question éventuellement. Pas de questions spécifiques, juste des remerciements pour cette intervention toujours passionnée, passionnante. Et puis, je ne sais pas si dans la salle... C'est un chouette sujet quand même, pour tous ceux qui travaillent là-dessus. Il y a tout, quoi. Ouais. Merci, Manuel. Là, vous venez de donner peut-être un regard un petit peu... arrière, en tout cas, de toutes les complexités, de la mise en place, de la réflexion ou autre. Et c'est extrêmement intéressant de se poser aussi cette question-là. Mais c'est un côté auquel on ne pense pas forcément. On voit le côté image, réduction de l'impact carbone, circularité, belle image, mais voilà, vous nous rappelez aux pas réalités. toujours, réduction d'impact carbone, en fonction. Pas toujours. Non, en fait, par moment. Ouais. Bon, alors ce serait l'objet d'un deuxième colloque. Voilà. En tout cas, un grand merci. Un grand merci pour votre intervention. Vous restez avec nous de toute façon. Merci. Et vous pourrez rencontrer Emmanuel pendant le déjeuner pour ceux qui auront des questions à lui poser.